Une fois de plus, bonsoir. Oui, bonsoir. Une année à la tête de la circonscription unique de Ngoko, qu'est-ce qu'on peut retenir comme effort de ce que vous avez déjà fait à la tête de cette circonscription électorale? Merci. C'est effectivement j'ai passé une année à l'Assemblée nationale en tant que député national, même si j'ai été élu dans une circonscription donnée, en l'occurrence la circonscription unique de Ngoko. Le député que je suis n'est pas à la tête de Ngoko. Non, Ngoko est un chef de district, une circonscription administrative. En tant que député, oui, j'ai un devoir vis-à-vis de mes mandants, vis-à-vis de mes électeurs. Une année après, qu'est-ce que je peux dire? C'est trop tôt, j'ai un mandat de 5 ans. En une année, on essaie de faire quelque chose. J'ai pris un certain engagement au niveau de Ngoko. Je vais dire aux populations de Ngoko que moi, député de Ngoko, je dois être régulièrement présent avec vous. Je ne manquerai aucune décision parlementaire sans venir à votre rencontre pour vous écouter. En vous écoutant, de recueillir vos doléances, vos préoccupations, les amener à l'hémicycle et voir avec les autorités compétentes au niveau du gouvernement dans quelle mesure on peut apporter des solutions. Ngoko a toujours un problème crucial, c'est celui de l'enclavement. Je peux dire des voies de communication. La route Owando-Ngoko était notre principale préoccupation. Je suis heureux aujourd'hui de vous dire qu'avec les efforts du gouvernement et avec la pression qui était la nôtre, cette route peut devenir une solution dans 1 mois et demi. Autrement dit, dans 1 mois et demi, au plus tard, fin décembre, oui, on doit pouvoir rouler entre Ngoko et Kenvomo, même avec des petites voitures, parce que les travaux sont très avancés, ils sont en voie de finition. C'est bitumé en quelque sorte? Pas bitumé, non, elle sera latérite. Voilà. Ngoko avait également un problème, c'était le pont sur la Ngoko qui mène au village Enyongo. La pierre a été posée par le ministre Émile Wosso. Toute la présidence de Ngoko l'a remercié pour cela. On attend le démarrage des travaux pour que cette question soit également résolue. Ngoko avait aussi un problème de l'eau, un problème d'électricité, et c'est là où le bas continue à être blessé. Le bas blesse parce que les structures sont mises en place au niveau de l'adduction d'eau, au niveau de l'électrification. Malheureusement, les choses ne marchent pas toujours. L'eau ne coule pas, la ville est toujours dans le noir, alors que le groupe électrogène est là et il fonctionne très bien. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique? Je n'en sais rien. Et je sors de Ngoko il y a à peine un jour. Je me rapprocherai du ministre en charge de l'eau et de l'électricité pour en savoir plus. Pourquoi me disent qu'est-ce qui ne va pas? C'est la question que les présidents de Ngoko se posent, que moi-même je me pose. La réponse, c'est au niveau du ministère en charge de l'eau et de l'électricité. Mais vous rentrez de Ngoko, il y a une structure de la SNE sur place. Vous n'avez pas pu se renseigner sur place? Malheureusement, ce sont toutes ces questions que je poserai aux autorités compétentes parce que la structure, elle est là, mais je l'ai trouvée totalement fermée. Voilà. Oui, honorable, on parle également Ngoko Grenier dans le département de la Cuvette. Vous êtes l'honorable député de cette circonscription. Est-ce que réellement Ngoko continue à être grenier? Ngoko demeure, c'est notre état de nature, pour parler ainsi. C'est notre environnement, c'est notre climat, c'est notre végétation qui fait de Ngoko le grenier agricole de la Cuvette. Les autorités du département de la Cuvette sont les témoins. Il manque à Ngoko, justement, il manquait à Ngoko la route. Comment évacuer ces produits vers Owando ou vers Evo? Pourquoi pas vers Bundi, sinon vers Brazzaville? C'est vrai que la route devait être faite entre Owando et Ngoko, mais il resterait la bretelle la plus utile, là où on regorge de potentialités agricoles énormes. La route qui mène à Moigny, autrement dit le tronçon Ngoko, Voulangulu, Mboma, Moigny. Toute cette zone-là est une zone vraiment où la terre est extrêmement fertile. Si cette piste agricole est travaillée, elle est rendue praticable, alors je vous amènerai à Ngoko pour voir de quoi les populations de Ngoko sont-elles capables. Est-ce que, comme depuis un certain temps, il n'y a pas de voie de communication, mais est-ce que la population de Ngoko est restée toujours dans l'engouement de faire l'agriculture? Il faut dire la vérité, elles sont fatiguées.
elles sont fatiguées, elles sont même déçues, parce qu'après avoir beaucoup cultivé, quand on n'arrive pas à évacuer, on finit par être découragé. C'est ça l'état d'esprit qui anime les populations de Ngoko. Mais nous sortons de là, nous leur avons dit, non, non, on ne doit pas se fatiguer, on ne doit pas se décourager. Au contraire, il faut plutôt travailler pour qu'à partir des produits que l'on réalise, l'État aura l'obligation d'ouvrir les routes pour que ces produits ne pourrissent pas. Donc vous rassurez aux téléspectateurs que vous suivez en ce moment, notamment les natifs de Ngoko qui sont à Brazzaville, que la route Owano-Ngoko et Evo, dans 1 à 2 mois, ça sera vraiment opérationnel. Je dis et je répète, ce que j'ai vu, les travaux qui sont en cours, au plus tard fin décembre, chacun prendra sa petite voiture à Brazzaville, il passe au Rwanda, il arrive à Ngoko, il traverse, il va jusqu'à Evo sans problème. Oui, Blaise Ambeto, député de la majorité présidentielle, il y a quelques semaines, le RNP a tenu des grands meetings qui a érogé des foules à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie et à Ouesso. Alors, quel était l'objectif concret de ces grands meetings? Oui, moi qui vous parle, j'étais partie prenante de ces meetings, tant à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie qu'à Ouesso. Ces meetings avaient un objectif précis. Il s'agissait de réagir contre une campagne que nous qualifions, au niveau de la majorité présidentielle, campagne de diffamation, de dénigrement, de déstabilisation de nos institutions. Vous savez que ces derniers temps, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Bien mal acquis, par ici, affaire du beach, par là, et je passe. Toutes ces campagnes-là visaient quelque chose. C'est d'atteindre moralement notre chef d'État. Alors nous sommes dit, au niveau de la majorité présidentielle, non, arrêtez, touche pas à mon président. Ça voulait dire, c'est vrai, si nous avons des problèmes à nous, mais c'est à nous de trouver des solutions à nos problèmes. Pourquoi tout cela? Pourquoi toute cette campagne? Voilà pourquoi la majorité présidentielle a cru nécessaire d'organiser ces meetings pour sensibiliser l'opinion nationale sur des velléités de désorganisation de notre État. Nous sommes une société en ce moment paisible. Paisible et personne ne peut le contester. Nous avons des institutions qui fonctionnent normalement. Lorsqu'elles fonctionnent, il faut les respecter. L'affaire du beach, qui a fait couler beaucoup d'encre ici, avait bel et bien été jugée dans notre pays par notre justice. À quoi ça servait à un autre État de relancer un débat qui, à notre niveau, était déjà clos? Donc voilà l'objectif visé par ces meetings, de dire non à cette campagne et d'avertir notre opinion nationale. Attention, faites attention à tout ce qu'on vous raconte. Vous ne savez pas ce qui est derrière cette campagne. Mais est-ce que ça a été la voie appropriée de la majorité de répondre à la justice française en organisant ces meetings? C'était la voie appropriée ou bien il y a d'autres voies que la majorité peut opter demain pour contester toujours cette action, ces manœuvres comme vous venez de qualifier? Nous sommes une majorité qui est au pouvoir. Nous avons choisi cette procédure qui est politiquement admise. Ce n'est pas l'unique voie. Le gouvernement républicain peut, à son niveau, adopter une autre démarche administrative cette fois-ci, c'est-à-dire, par exemple, adresser des correspondances à la justice française pour leur rappeler le respect du sacro-saint principe de l'autorité de la chose jugée. Ça aussi, c'est une démarche que nous souhaitons qu'elle soit entreprise par le gouvernement pour qu'on mette définitivement un terme à cette affaire dite du beach. Pourquoi on n'en parle plus? Pour le moment, les partis de la majorité présidentielle ont opté pour des meetings de sensibilisation et de contestation. Mais certains observateurs avertis de la vie politique nationale et internationale pensent que ces grands meetings ne touchent pas à mon président. C'est une action de contester la France ici au Congo. Est-ce que réellement c'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Le Congo a des rapports séculaires, des rapports historiques, des rapports incontestables avec la France. Non, on ne peut pas dire ça. On n'a jamais visé la France. Et les Français au Congo sont chez eux, en quelque sorte. La France est notre deuxième patrie. Non, on n'a pas visé cela. On a simplement mis en garde des ONG qui ont comme des velléités de déstabilisation de notre pays, des ONG. On s'est attaqué également
à une certaine justice. Ce n'est pas l'État français comme tel qui a implanté le Congo. Au contraire, nos rapports sont au point, ils sont même mieux qu'avant. Il faut que les gens comprennent. Les mythiques ne visaient pas l'État français, oui. Les mythiques ne visaient pas l'autorité française, les mythiques visaient des ONG et une certaine justice qui ont des velléités de déstabilisation de notre pays. Nous voulons la paix, qu'on nous laisse en paix. Honorable, la problématique de l'enseignement au Congo, on ne le dira jamais assez. Certains disent que le niveau a baissé et l'enseignement au Congo est en train de former des cadres, permettez-moi l'expression, bidons, qui demain ne pourront rien faire. Alors, qu'en dites-vous? Bon, qu'est-ce que je peux dire? Non, je souris. Ça m'amuse souvent puisque j'entends parler ici et là dans les rues, des bus, des taxis. Tout le monde en parle, même à un certain niveau intellectuel, et c'est bien dommage. Sur cette question de la baisse de niveau de l'enseignement au Congo, je souhaite plutôt avoir un débat avec des sachants, un débat avec ceux qui le pensent et qui le disent, pour qu'on soit sérieux. Aujourd'hui, à l'heure moderne où le monde évolue, où les technologies évoluent, où les méthodes de gestion évoluent, nous parlons tous de la gare aujourd'hui. Il faut avoir des indicateurs précis. La gestion axée sur les résultats. Voilà. Il faut avoir, avant de parler, il faut s'assurer des indicateurs. On juge un système éducatif à partir des indicateurs précis. Ceux qui pensent comme ça, ont-ils des indicateurs? Je vais avoir ce débat. Je veux avoir ces gens en face. Pourquoi on en discute? Il faut partir d'un point A pour un point B. Où étions-nous? Quel était le niveau de notre enseignement pour que vous puissiez dire aujourd'hui que le niveau a baissé? Vous fondez sur quel argument? Sur quel indicateur? Sur quels résultats? Moi, je veux de cela. Non, je veux simplement dire que oui, l'école, on peut dire que l'école congolaise a des problèmes. Par exemple, cette année, c'est bien regrettable. Tout le monde a chanté, tout le monde a été heureux d'entendre le chef d'État décider que l'année 2013 soit l'année de l'éducation de base et de la formation professionnelle. On était en joie, nous qui étions responsables de certaines directions centrales. On était très contents. On s'est dit, ouf, on va avoir le bout du tunnel. On a mis tous nos espoirs sur cette année 2013. Il était écrit qu'on devait moderniser les établissements scolaires de tous les chefs-lieux des départements. Nous sommes employés, à notre niveau, quand nous étions là, à définir les critères d'une école moderne. Oui, le gouvernement veut moderniser les écoles de tous les chefs-lieux des départements. Voici les critères d'une école moderne. Voilà. Et donc, d'ici là, nous allons voter le budget au nom de l'Assemblée. Il faut qu'on évalue. Qu'est-ce qui s'est fait? Est-ce qu'on a essayé de démarrer la modernisation des écoles conformément à la décision du chef d'État? Donc, la question de l'éducation reste entière. Lorsqu'on va évaluer l'année 2013, année de l'éducation, peut-être qu'on pourra avoir des regrets. Mais le Congo n'a pas fini de se développer, le Congo n'est pas mort. On va prendre d'autres mesures. Donc, sur l'enseignement, non, il ne faut pas dire comme ça. Le niveau en baisse, je ne suis pas d'avis avec cela, mais je vais avoir un débat sur cette question parce que j'ai mes indicateurs à moi qui montrent que nous sommes en train d'évoluer, que l'école congolaise est en train d'évoluer, elle est en train d'avancer. On ne recule pas, elle avance sur tous les plans, sur le plan quantitatif comme sur le plan qualitatif, nous avançons. Oui, honorable enseignant de formation que vous êtes, vous étiez dans un passé récent dans la machine de prise de décision au niveau de ce secteur. Quel était votre apport? Est-ce que je peux me juger? Non. Vous avez contribué. Je ne peux pas m'apprécier moi-même. On était un tout petit directeur central. On gérait l'ensemble des collèges du Congo. Il n'y a pas un petit directeur, monsieur l'honorable. Déjà directeur, vous administrez des cadres, vous êtes à la tête. Oui, mais je n'étais pas directeur général. J'étais un petit directeur central. Je gérais les collèges d'enseignement général du Congo, tous les collèges. Il faut plutôt poser la question aux autres. Qu'est-ce qu'un Ambeto a pu apporter? Un directeur central n'est pas un décideur, c'est un technicien. Sous lui, au-dessus de lui, il y a un directeur général. Donc, on était une force de proposition. On prenait des initiatives.
quand l'initiative est acceptée par le chef, on la met en œuvre. Je crois que sur ce plan-là, oui, on a pris des initiatives qui ont amené les collèges à une meilleure organisation, à une meilleure gestion et surtout à des meilleurs résultats. Pendant qu'on était là, je crois, le brevet a eu des forts taux de réussite, mais des vrais résultats qui étaient issus du travail d'encadrement, du travail de préparation des élèves de classe de 3e à avoir des résultats meilleurs de façon